continuer, après ce débat excellent, enfin, cette première prise de parole que M. Perjus sur le tourisme de demain, le tourisme du futur. On va maintenant passer à quelque chose de peut-être plus concret. Vous l'avez compris, on est confronté à une crise sans précédent. Ça fait 2 ans que le tourisme subit cette crise, mais il faut être positif, il faut être optimiste. Ça va repartir certainement et assez rapidement, si on en croit nos experts, dont M. Venopoulos, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. La reprise est là, on sent il y a un frémissement et ça va reprendre extrêmement rapidement. Est-ce qu'on va revenir aux chiffres d'avant le Covid, c'est-à-dire nos 1,5 milliard de touristes, qui était un chiffre absolument extraordinaire? Tout de suite, peut-être pas dans les mois qui vont arriver, mais ça va être extrêmement rapide. Il faut qu'on se prépare justement à ce retour à un tourisme rapide, et il va y avoir des enjeux qui vont être primordiaux, parce que maintenant c'est vrai que le tourisme va être confronté à des enjeux majeurs, climatiques, environnementaux et aussi sanitaires, parce qu'il va falloir faire avec. C'est vrai que nous venons de traverser une crise, mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres crises sanitaires, peut-être de moindre ampleur, je l'espère, mais il faudra évidemment qu'on s'y prépare. Alors aujourd'hui, pour cette table ronde, nous avons des experts qui vont être là, qui vont un petit peu nous faire un état des lieux, un petit peu d'abord se présenter, faire un petit état des lieux dans leurs différents secteurs, de ce qui s'est passé, comment cette crise ils l'ont traversée. Mais c'est surtout ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils nous disent quel sera le tourisme de demain dans leurs différents secteurs, si on peut avoir quelques perspectives et arriver un tout petit peu à nous donner des clés pour le tourisme de demain. Alors nous avons M. Georges Azouz, que nous avons en visioconférence, puisqu'il n'a pas pu se déplacer pour des raisons sanitaires, donc il est resté loin de nous pour ne pas nous contaminer. Nous avons M. Broussard, qui est du groupe Accor, qui va nous en parler aussi de toute l'hôtellerie, qui a été quand même fortement aussi impactée par cette crise, et quels sont les enjeux de l'hôtellerie de demain. Nous avons M. Venopoulos, qui est directeur et créateur d'agence de Tourcom, qui est un réseau d'agences de voyage indépendants. Il nous en parlerait. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que le voyage de demain, et comment les agences de voyage vont réagir et qu'est-ce qu'ils projettent pour demain. Et puis notre conférencier qui est là et qui vous a déjà donné des grandes lignes. Alors je vais laisser la parole peut-être à M. Azouz dans un premier temps, si vous pouvez nous présenter un petit peu le monde de la croisière, comment vous avez traversé cette crise et quels sont les enjeux pour demain sur la croisière. Merci. Alors moi je suis Georges Azouz et je représente Costa Croisière. J'ai été pendant une vingtaine d'années le président de Costa Croisière pour la France. Donc j'ai dans ce domaine une certaine expertise puisque je travaille sur la croisière depuis à peu près 35 ans. Donc j'ai connu un certain nombre d'évolutions, de crises bien sûr et de redémarrage. La croisière s'est arrêtée à partir du moment où il y a eu, à la mi-mars 2020, une interdiction pratiquement mondiale de la croisière, parce que la croisière s'est arrêtée de façon assez brutale, mi-mars 2020, et elle a repris très partiellement à partir de fin juin, début juillet 2021. Donc nous avons eu un arrêt absolument total des opérations pendant une quinzaine de mois, ce qui a bien sûr occasionné un certain nombre de problèmes d'abord d'évacuation des clients, puisque la croisière a été interdite, et donc il a fallu rapatrier sine die nos clients vers leur destination d'origine, et ensuite parquer les bateaux, sans parler des équipages qu'il a fallu bien sûr rapatrier progressivement vers leur pays d'origine, et puis bien évidemment parquer les navires sur les différents ports avant l'autorisation de reprise des opérations. Alors, nous avons, pendant ces 15 mois d'arrêt, travaillé sur une chose d'abord qui était le protocole sanitaire. Comment faire pour pouvoir redémarrer nos opérations en accord avec les autorités sanitaires et les autorités politiques des différents pays que nous traversons. Nous sommes, nous, Costa Croisière, italiens, donc nous avons travaillé avec les autorités italiennes pour élaborer ensemble un protocole sanitaire qu'on a appelé Costa Safety Protocol et qui a été assez rigoureux dans le domaine du contrôle, puisqu'on a demandé un certain nombre de tests, enfin un test PCR avant, 48 heures avant ou 24 heures avant le départ. On teste actuellement les clients lorsqu'ils sont au terminal avant d'embarquer avec un test ou antigénique ou PCR, et ensuite à bord, pendant la croisière, ils sont au moins testés une fois.
et il y a une prise de température quotidienne. Donc un système assez contraignant, certes, mais qui en même temps garantit une certaine sécurité sanitaire. Les excursions actuellement sont imposées par notre organisation. On ne peut pas descendre à terre sans les excursions du bord avec des chauffeurs, avec des guides, avec des lieux qui sont sécurisés pour nous permettre d'avoir le maximum de sécurité. C'est le protocole sanitaire que nous avons mis en place. D'autres armateurs, d'autres compagnies et concurrents ont fait de même pour pouvoir redémarrer les opérations. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons une reprise extrêmement progressive et je dirais extrêmement responsable, puisque nous avons seulement 4 paquebots qui sont en opération sur les 15 navires. Les autres navires, malheureusement, restent à quai. Donc nous travaillons sur une programmation actuellement cet hiver qui est sur la Méditerranée, mais également sur les Caraïbes, non pas au départ des Antilles françaises, puisqu'elles ont été interdites, mais au départ de Saint-Domingue, sur une croisière d'1 semaine aux Caraïbes, où d'ailleurs nous demandons à ce que tous les clients soient vaccinés pour pouvoir monter à bord. Nous interdisons les enfants de moins de 11 ans aussi parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, on a un certain type là aussi, sur les Antilles et sur les Caraïbes, un certain type de dispositions. Nous sommes présents également sur les Émirats où nous programmons une croisière. Donc, c'est actuellement une programmation relativement limitée, mais qui permet quand même de poursuivre les opérations. Donc, ça, c'est ce qui se passe actuellement. C'est 15 mois d'arrêt total. La croisière a été arrêtée. La première a été la dernière à pouvoir redémarrer sur l'échelon mondial. Certaines zones comme l'Asie et notamment la Chine ne sont pas reparties encore. Donc la situation est encore bien évidemment assez tendue. Cela occasionne bien évidemment, vous comprendrez bien, des répercussions financières absolument colossales. Il a fallu que le groupe, qui est fort de 110 paquebots de croisière, avec une dizaine de grandes compagnies, prennent des dispositions financières et empruntent sur les marchés des milliards d'euros pour maintenir en fait la maintenance des paquebots à quai sans avoir la possibilité d'accueillir un seul client. Donc une situation, bien évidemment, que l'ensemble de l'industrie touristique à terre comme en mer a subi depuis ces années-là. Alors, sur le futur, bien sûr, il convient d'être optimiste puisque ici et là, on a des signes, malgré les différents variants de possibilités de reprise. Et moi, j'avais aussi, dans le domaine, je dirais, de l'opération responsable, du tourisme responsable et du tourisme du futur, quelques messages à vous donner. Marie-Fleur, si vous êtes d'accord, je continue ou vous préférez? Oui, allez-y. Oui. Alors, ce qui est important à savoir, c'est l'intitulé de votre table ronde est intéressante et pour moi, en même temps, assez terrifiante parce qu'on parle de tourisme de masse. Tourisme de masse, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'en fait, ce qui est important à nos yeux, au niveau du groupe de Costa et du groupe Carnival en général, c'est de rendre d'une certaine façon la croisière accessible au plus grand nombre et faire en sorte que nous ayons la capacité d'accueillir à bord une clientèle qui est une clientèle chaque jour différente et chaque jour plus importante. Jugez plutôt de la pénétration de la croisière en France, actuellement, elle est de 0,8%, c'est-à-dire avant la pandémie, il y avait 520 000 croisiéristes en croisière maritime en France, donc une pénétration de moins de 1% des Français qui choisissent la croisière comme un mode de vacances. Si on estime que ces chiffres-là sont des chiffres de tourisme de masse, je pense que là, il y a un gros problème. Alors, c'est vrai que les paquebots de croisière, alors il n'y a pas une croisière, mais il y a plusieurs croisières, il y a différents types de navires, des navires de petite capacité, qui sont la plupart du temps soit des croisières de découverte, des croisières d'exploration et des croisières thématiques, ou bien des paquebots de plus grande capacité qui sont plus des resorts, des villages flottants, des villages de vacances flottants, et qui proposent bien sûr en même temps des itinéraires. Donc même si la tendance ces dernières années est allée à l'augmentation du tonnage et des capacités, c'est vrai qu'on a affaire actuellement sur les catalogues à des navires de grande capacité. Il y en a chez nos confrères et concurrents, il y en a chez Costa Croisière. Le dernier qui sort des chantiers actuellement s'appelle le Costa Toscana. C'est un bateau de 2600 cabines, donc il y a une capacité d'à peu près 5000 et quelques clients lorsqu'on est en occupation totale. Mais
il faut savoir, et c'est difficile à comprendre lorsqu'on est dans une table ronde aujourd'hui, que ces navires sont des navires intelligents et des navires vertueux. D'abord parce que la propulsion qui a été choisie sur ces paquebots-là est une propulsion au GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, qui est une nouvelle énergie, une énergie qui est extrêmement vertueuse. C'est la plus vertueuse qu'on puisse trouver actuellement dans la propulsion des navires. Il y a actuellement assez peu, je dois dire, de porte-conteneurs qui sont équipés avec ce carburant. Ce carburant, lui, permet de rendre une opération la plus responsable possible, puisque grâce au GNL, et ces paquebots sont équipés en full GNL, c'est-à-dire qu'ils sont propulsés uniquement au gaz naturel liquéfié, il y a 0% de particules dans l'atmosphère, il y a moins 75% d'oxyde d'azote, il y a moins 50% de gaz carbonique, grâce notamment à cette énergie. Alors, ces moteurs au gaz naturel liquéfié ont demandé 10 ans de recherche et développement avant d'arriver à pouvoir sortir des chantiers, ces paquebots qui sont assez incroyables. Donc, gaz naturel liquéfié devient une des possibilités dans le domaine du tourisme responsable, avec donc ce carburant extrêmement vertueux qui est beaucoup moins polluant que le fioul. La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que nous avons bien sûr des paquebots qui ne sont pas équipés de GNL, mais qui, eux, disposent d'autres technologies qui nous permettent de réduire fortement l'impact. On appelle, il y a sur les paquebots, lorsqu'on est à quai, sur l'ensemble des navires de la flotte et du groupe, ce qu'on appelle les scrubbers, c'est-à-dire des filtres à particules qui nous permettent de laver, c'est un système qui lave les fumées lorsque nous sommes à quai, et qui permet de récupérer ces fumées sous forme de boue et qui diminue de 90% les émanations lorsqu'on est à quai. Alors, la croisière connaît en ce moment un très grand bashing puisque on est extrêmement mis en cause dans le domaine de la pollution, alors qu'en fait, l'industrie de la croisière dans le monde est en train de faire des progrès absolument considérables sur le plan technologique pour rendre l'opération responsable. La problématique, c'est que l'industrie de la croisière fait beaucoup plus qu'elle ne dit qu'elle fait. Et donc, il y a un déficit entre ce que nous faisons en termes d'action, justement, pour aller vers un tourisme responsable et l'image que nous pouvons en avoir vis-à-vis des grands publics. Les scrubbers sur l'ensemble, donc les filtres à particules, réduisent de 90% les émanations. Les paquebots actuellement sont des paquebots complètement responsables dans la mesure où ils sont autosuffisants en eau, puisque nous créons notre propre eau grâce à des usines de désalinisation, et nous avons également à l'intérieur de ces bateaux la capacité de réduire de 50% la consommation d'eau. Ces bateaux ne jettent aucun déchet, bien évidemment, dans la mer, puisque on retraite l'ensemble des déchets, quels qu'ils soient, on les trie, on recycle l'aluminium, on a banni l'usage des plastiques à bord, et donc nous avons de ce fait une opération, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement responsable, même sur un navire de très grande capacité. Ces bateaux ne rejettent en ce moment même plus d'eau grise ou d'eau noire, puisque nous avons des traitements possibles de façon à carrément mettre, à rendre sur la mer de l'eau chlorée simplement, de façon à préserver le plus possible l'environnement. Donc, l'industrie de la croisière vient actuellement, sans parler du futur, est en train d'être la plus vertueuse possible dans le domaine des opérations parce qu'elle donne sur le plan technologique déjà et au niveau de la propulsion, la pollution de l'air ou la pollution des eaux, un enseignement extrêmement rigoureux. Il y a un autre volet qui est important, c'est le gaspillage alimentaire. On a l'impression sur les navires de croisière qu'on gaspille beaucoup et nous avons entamé un programme extrêmement rigoureux de réduction du gaspillage alimentaire. L'ONU préconise la réduction du gaspillage alimentaire de 50% à l'horizon 2030. Costa Croisière l'a fait à l'horizon 2020, puisque grâce à une opération extrêmement importante de réduction du gaspillage alimentaire, nous avons revu l'ensemble des recettes à bord sur les plats de façon à avoir un avitaillement le plus juste possible. Nous avons demandé à nos clients de goûter, de profiter de la vie à bord, mais de ne pas gaspiller. Dorénavant, ce sont les employés du bord qui, sur les buffets, servent le client de façon à pouvoir limiter le gaspillage. Et dernière chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas, je crois, d'opération responsable sans opération solidaire.
Costa Croisière a décidé depuis 2017 de reverser les surplus alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué à bord et qui n'est pas servi aux clients. Dorénavant, depuis 2017, dans chaque port en tête de ligne que nous traversons, nous reversons les surplus alimentaires via un accord avec la Banque alimentaire mondiale. Nous les acheminons vers les associations humanitaires qui en ont besoin dans les ports. Par exemple, sur Marseille, à la fin de chaque croisière, eh bien, un camion de la Banque alimentaire vient prendre les surplus alimentaires et les achemine vers l'Armée du Salut à Marseille. Donc, pas de gaspillage, très peu de gaspillage, une revisite de l'ensemble des menus de façon à limiter l'avitaillement et la consommation d'aliments, et ensuite, donc, redistribution de ces surplus alimentaires aux associations humanitaires qui en ont besoin. Alors, ça, c'est... je parlais de l'histoire de l'opération responsable sur le day-to-day, c'est-à-dire sur le quotidien de nos bords, de façon à pouvoir rendre une opération la plus responsable possible. Ça, c'est extrêmement important. Et maintenant aussi, la redistribution des surplus. Nous avons distribué environ 250 000 portions aux associations sur les ports italiens, à Marseille, en France, en Italie, en Espagne également, aux Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Donc ça, c'est extrêmement important également. Alors, sur ce qui va se passer dans le futur pour, encore une fois, avoir une opération un petit peu différente de ce qui s'est passé jusqu'à présent, moi, je pense que la croisière va perdurer. Alors, on ne pourra pas, pour répondre à la question qui pourrait être posée, remettre en question, je dirais, le modèle. C'est-à-dire que les bateaux sont de cette capacité-là en ce qui nous concerne et ils continueront à opérer avec de plus en plus de technologies à notre service de façon à rendre cette opération la plus responsable possible. Par contre, ce qui va se passer au niveau de l'expérience du client sur les paquebots et la croisière, vous le savez, c'est une expérience à la fois sur les bateaux et également à terre, puisque par définition, la croisière est un circuit touristique où on est la plupart du temps dans la soirée et la nuit en navigation, et le lendemain, nous sommes en excursion. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prévoir dorénavant plus de temps aux escales. Donc, les clients vont pouvoir bénéficier de durées d'escale beaucoup plus longues, de façon à avoir une approche sur les escales et les excursions beaucoup plus authentique, beaucoup plus profonde et quelque part beaucoup plus responsable. C'est-à-dire qu'au départ de chaque escale, il y a déjà des excursions qui sont par exemple à vélo, des excursions qui sont à pied et des excursions qui sont en petit comité avec des bus d'une vingtaine de personnes vers une approche beaucoup plus insolite, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus authentique de chaque escale. On a fait appel également à des experts, des œnologues, des vulcanologues, des photographes, de façon à pouvoir proposer aux clients des alternatives qui sont des alternatives, encore une fois, thématiques, mais qui ont peut-être un peu plus un sens que le quart de 50 personnes qui va aller vers un monument et qui va revenir ensuite. Donc, on essaye à la fois sur l'espace sur le paquebot, mais également parce qu'on est à terre, et la croisière, encore une fois, c'est d'avant tout un circuit, eh bien, de proposer des alternatives qui sont des alternatives à la fois plus responsables et qui proposent une expérience aux clients beaucoup plus personnelle. Et ça, on est à même de le faire, y compris sur des navires de plus grande capacité. Donc, on va aller vers ces opérations-là. On va aller vers une opération, encore une fois, plus responsable. Il y a un autre volet qui est également important, c'est la responsabilité sociale ou sociétale qu'on peut avoir lorsqu'on est opérateur de croisière. Bien évidemment, on est chaque jour dans un port, chaque jour dans un endroit, chaque jour dans un pays. Et ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que les compagnies de croisière ont des accords extrêmement précis avec les pays qu'ils traversent, de façon à pouvoir coopérer sur un certain nombre de plans. On signe ce qu'on appelle des Memorandum of Understanding avec un certain nombre de régions ou de pays pour garantir d'abord l'avitaillement, c'est-à-dire faire vivre l'économie locale à travers donc de l'avitaillement et des fournisseurs qui seront en local et qui pourront donc travailler avec nous et donc vivre et pérenniser leurs entreprises avec les compagnies. On a aussi des accords avec les emplois, puisque un bateau, bien évidemment, ce sont des grandes entreprises qui naviguent. Et donc, on a besoin de différents métiers, que ce soit sur l'hospitalité, mais également sur le technique ou sur l'entretien.
sans parler de tout ce qui est entertainment, eh bien, ces emplois sont souvent donc offerts aux populations locales. Et je dirais que chaque excursionniste, chaque client qui va descendre en escale et en excursion dans un port va rapporter en fait au port et aux autorités et à l'économie locale à peu près entre 50$ et 80$ lorsqu'on est en escale et 120$ lorsqu'on est en tête de ligne. Donc, jugez plutôt de la manne économique que la croisière peut avoir vis-à-vis des escales et vis-à-vis des ports et des régions sur un développement économique. C'est extrêmement important. Le troisième volet est un développement culturel, c'est-à-dire que la croisière, c'est avant tout un échange entre des populations qui viennent passer quelques heures, une journée, donc des excursionnistes qui vont visiter, qui vont découvrir un lieu, une ville, une région, un port, etc. Et les populations locales. Cet échange est extrêmement important parce que lorsque vous avez 2000, 3000, 4000 clients qui débarquent à Marseille un beau jour, ce sont des futurs ambassadeurs de la région, de la ville, des gens qui ont envie de parler de leurs expériences et qui ont envie de revenir en fait. Et beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, beaucoup de ports se sont servis de la croisière comme étant des vecteurs non seulement de développement économique, mais également des vecteurs d'image. La croisière, sur Marseille par exemple, en l'espace de 25 ans, a contribué très fortement à rendre Marseille comme étant une ville touristique et une ville de congrès, plutôt que simplement un port industriel. Donc, j'ai été très bavard, excusez-moi, mais j'ai essayé de vous donner un panel sur tout ce qui est fait actuellement, tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait, de façon à rendre la croisière la moins, je dirais, la plus responsable possible et responsable sur 360° par rapport à l'enjeu qui nous attend dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup. Oui, donc on a bien compris que les enjeux étaient primordiaux. D'abord, il faut évidemment que la croisière redémarre, et ça va arriver, je pense, assez rapidement. Mais ces enjeux environnementaux, vous les aviez déjà en germe, déjà depuis quelques années. Donc, vous n'allez que accentuer, si vous voulez, et travailler encore plus dans ce domaine-là. Pour moi, ce qui est absolument criant, qui peut paraître injuste, mais qui est la vérité, et qui est quelque chose dont on doit prendre, donc dont les autorités et dont les managements des différentes compagnies doivent prendre conscience, c'est que nous faisons beaucoup plus que nous disons que nous faisons. Et ce qui est important pour moi, c'est plus une image en fait de communication, de marketing, de façon à pouvoir clamer haut et fort quelles sont les valeurs, qu'est-ce que nous avons déjà fait de façon à rendre cette croisière responsable. Et donc ça, c'est pour moi très très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, bien sûr, dans ce cheminement encore et toujours de rechercher à être le moins d'impact possible. Mais je pense que déjà, effectivement, les industries dans le domaine de la croisière ont déjà beaucoup fait. Oui. Bon, donc, ils continueront et œuvreront dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'on associe très souvent la croisière, par exemple, avec Venise et tous ces touristes qui débarquent sur la place Saint-Marc, mais ça, c'est peut-être une mauvaise image de la croisière. Alors, c'est une mauvaise image et en même temps, la croisière représente entre 2 et 5% de l'activité touristique sur Venise. 2 et 5% de l'activité sur Venise. Alors, il est vrai que lorsque nous partons de la gare maritime et que nous traversons le canal de la Giudecca et le Grand Canal, ces grands paquebots, au fur et à mesure des années qui sont de plus en plus grande capacité, effectivement, peuvent paraître assez spectaculaires et peuvent gêner. Mais il faut savoir que les autorités de Venise nous promettent depuis des années et des années un chenal qui nous permettrait d'éviter la Giudecca et le Grand Canal pour aller en haute mer. Les compagnies maritimes ne demandent qu'à ça. C'est parce que nous ne pouvons pas faire autrement que nous passons par la Giudecca et le Grand Canal. Mais s'il y avait, et si on nous avait finalement, si on avait tenu les promesses qui avaient été données par les autorités de Venise de façon à creuser un chenal pour contourner en fait la Giudecca et le Grand Canal et pour aller en haute mer, nous n'aurions pas cette problématique-là. Costa Croisière, depuis des années, a décidé de se désenclaver et de désengager de Venise en proposant soit des petits bateaux au départ de Venise, soit le port d'attache dorénavant de Costa sur l'Adriatique, c'est Trieste, pour éviter justement Venise. Donc, évidemment qu'il peut y avoir à un moment donné des notions de surtourisme ou de perception d'envahissement, mais il y a aussi
de la part des autorités, beaucoup de travail à faire. Beaucoup de Oui. travail à faire. C'est-à-dire que Donc, c'est un travail conjoint entre les autorités et Costa, et qu'on entend malheureusement trop souvent le son de cloche des opposants au tourisme à Venise, au tourisme de croisière, et peut-être pas assez, vous dites, peut-être qu'il y a un problème aussi de communication par rapport à ça. il y a un problème de communication parce qu'en fait, on se devrait d'avoir, au niveau de la catégorie, on a une association internationale qui s'appelle la CLIA, qui est Cruise Line International Association, qui devrait, en fait, d'une certaine façon, nous aider davantage dans cette communication, soit une communication de réponse aux différentes crises, soit une communication positive sur ce qu'est la croisière. Il y a un décalage considérable. Je suis sûr que les personnes qui sont présentes dans cette salle aujourd'hui perçoivent ce décalage entre ce qu'est la croisière aujourd'hui et ce qu'elle donne comme image. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a un travail énorme et c'est en même temps très exaltant de pouvoir continuer encore et toujours de marteler un certain nombre de choses qui sont dites vis-à-vis de la croisière. Mais lorsqu'on parle de surtourisme, et quand on sait que le poids de la croisière sur Venise, c'est 2 à 5%, lorsqu'on sait aussi que sur Barcelone, qui fait également partie de ce genre de pression de la part des groupes anti-touristes, c'est pareil, 2 à 5%. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité, ça veut dire simplement que nous sommes perçus et nous sommes vus, peut-être parce que les paquebots sont de grande capacité comme étant extrêmement visibles. Nous sommes visibles, mais en même temps, nous agissons. Le problème, c'est qu'on ne dit pas suffisamment qu'on agit. Et il y a, à mon avis, pour assurer ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir de toute façon une régulation. Par exemple, le cas de Dubrovnik est intéressant, parce que Dubrovnik, on a beaucoup parlé des paquebots de croisière, etc. Les compagnies se régulent par rapport à Dubrovnik. On ne peut pas y être des dizaines de paquebots les uns à côté des autres. Donc, on a déjà travaillé sur des régulations de façon à ne pas être sur place tous au même moment et de façon à réguler. Donc, il y a des lieux, bien évidemment, où on aura moins tendance à débarquer que d'autres. Mais lorsqu'on est dans une ville comme Marseille, qui compte 1 million d'habitants, si vous avez 2-3 paquebots qui ont une capacité de 4 000, 5 000, et notamment, on a parlé beaucoup sur Marseille, ça c'est extraordinaire, de politiques qui disaient qu'on envahissait la ville, mais 60% des clients qui débarquent à Marseille ne vont pas à Marseille, vont sur la Camargue, vont sur d'autres villes, vont se promener dans la région, et donc on n'est pas 10 000 personnes sur le Vieux-Port tout d'un coup, un samedi. Et donc cette vision-là de la croisière comme étant acteur du surtourisme, elle est complètement injuste, elle est absolument schémative, et elle doit cesser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas devant nous des échéances qui sont, et des challenges qui sont extrêmement importants. Mais je crois à une régulation, je crois à une capacité de se redéployer. Il y a énormément de ports en Méditerranée, par exemple. Alors, il y a un autre débat également qui était l'électrification des quais de façon à pouvoir plugger le bateau sur une prise électrique pour éviter toutes les émanations. C'est merveilleux. 2024, Marseille sera équipée justement de façon à pouvoir avoir des quais électrifiés et donc avoir la capacité de plugger les bateaux sur d'énormes prises électriques de façon à éviter toutes les émanations. C'est beaucoup d'argent, c'est 45 millions d'euros pour électrifier les ports. Et ça va être fait en 2024 à Marseille. Mais à ma connaissance, en Méditerranée, ce sera le seul port qui sera équipé. Parce que tous les paquebots de croisière de la Terre sont déjà équipés de ce système. Donc s'il fallait que nous nous mettions aux normes, c'est déjà le cas sur l'ensemble des paquebots. Et je ne parle même pas seulement de Costa, mais également de l'ensemble des compagnies actuellement qui opèrent. Donc les ports ne sont pas équipés. Le GNL est intéressant parce que encore très peu de ports sont équipés de l'avitaillement en GNL. Marseille s'est équipé avec Fos, Barcelone s'est équipé. Actuellement, il n'y a pas tellement d'autres ports en Méditerranée équipés de GNL. Donc, nous sommes souvent, nous, les armateurs, en étant un peu à l'avant-garde de tout ce qui peut se faire en matière technologique, en sachant que nous sommes tributaires, comme tout un chacun, des installations et de la logistique dans les ports. Il faut que les pouvoirs publics suivent derrière et vous offrent aussi les possibilités de pouvoir mettre en avant tout ce que vous avez fait pour respecter ces normes environnementales. Et évidemment, ce n'est pas neutre parce que ça représente des investissements assez colossaux. Mais en même temps, la technologie existe, elle est déjà présente. Ce n'est pas une technologie du futur. Le GNL, c'est aujourd'hui. Les scrubbers, c'est aujourd'hui. Il y a en ce moment aussi une bonne nouvelle, et je terminerai sur ce volet un peu de pollution de l'air, puisque maintenant, en Méditerranée,
la Méditerranée, l'ensemble de la Méditerranée a dorénavant entériné un projet qui s'appelle la ZECA, et qui est un projet qui permet en fait d'utiliser sur les bateaux un fuel qui est un fuel à 0,1 degré de soufre, donc qui va contribuer à diminuer très fortement la pollution à travers ce fuel que nous sommes actuellement tenus d'utiliser seulement lorsqu'on approche des ports. Et toute la zone Méditerranée dorénavant, comme le nord de l'Europe, est équipée, donc, et la législation est l'utilisation de ce fuel qui va être un fuel à 0,1 degré de soufre et qui va donc contribuer très largement également à la diminution de la pollution de l'air grâce, et là c'est pas seulement sur les quais, mais c'est aussi en haute mer. Donc ça aussi c'est une avancée, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est extrêmement régulé. C'était réguler les compagnies, comme d'ailleurs les autres activités maritimes sont régulées. Il se trouve que la croisière, qui représente au demeurant seulement 350 paquebots dans le monde, contre une cinquantaine de milliers de navires qui sont en opération sur toutes les mers, la croisière, c'est seulement 400 paquebots. Et sur ces 400 paquebots, il y a, comme je disais, beaucoup de technologies embarquées de façon à rendre l'opération la plus responsable possible. Très bien. Bon, on est plein d'espoir alors pour la croisière et on espère fortement que la croisière repartira dans les meilleures conditions possibles et respectueuses de l'environnement. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Alors, on va peut-être passer la parole à monsieur Venopoulos, qui s'occupe d'agences, enfin, qui est créateur de ce réseau d'agences de voyage indépendants, qui va nous dresser un peu un tableau de ce qu'est le voyage en ce moment et la difficulté aussi des agents de voyage et comment il voit aussi la vie des agents de voyage dans un monde qui est quand même relativement difficile en ce moment. Je crois que les problèmes sont nombreux, mais les solutions existent aussi et on voit poindre aussi déjà des solutions. Alors, je suis le président fondateur donc, du réseau Tourcom, c'est 1200 agents de voyage en France et c'est à peu près 7000 en Europe avec RTK, c'est-à-dire à peu près 9 milliards d'euros en 2019. On a un peu baissé entre-temps. Les agents de voyage sont assez à la pointe du combat par rapport au tourisme durable, on va dire, ou du moins à l'écologie. C'est depuis 1977, on est rentré sur informatique, c'est-à-dire qu'on avait les premiers systèmes Internet qui nous a permis de réserver à travers le monde en 1 millième de seconde, que ce soit des avions, des bateaux et autre chose. Ensuite, les agents de voyage, on parle toujours du B2C, mais le B2B, c'est quasiment l'impératif, c'est ce qui permet d'avoir des informations, de réserver, de faire des dossiers à travers le monde. Et également, le papier a beaucoup disparu dans les agences de voyage, puisque tout est en informatique et tout est dispatché de cette façon par Internet. Quand on parle de tourisme de masse, il faut faire très attention, parce que si on veut parler de tourisme de masse, ça veut dire qu'il y a trop de touristes. S'il y a trop de touristes, ça veut dire qu'il y aura ceux qui sont aisés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont aisés pourront voyager. Ceux qui ne le sont pas, 60%, ne pourront plus. Or, l'avantage du voyage, l'avantage des contacts, l'avantage des relations, c'est cette ouverture. Il y a des pays, à une certaine époque, on parlait d'Amérique du Sud, Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, pays dictature. Grâce au tourisme, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, ça s'est ouvert. Ils n'ont pas pu fermer. Des pays comme la Chine, comme la Birmanie, comme la Russie, qui ont une forme d'autoritarisme ou de dictature, là aussi, il y a une forme d'ouverture grâce au tourisme. Quand on parle de tourisme de masse, on parle de politique. Pourquoi la politique? Parce que, comme en parlait Georges en ce moment, on parle des bateaux, 400 bateaux. Mais si on parle de tous les bateaux qui font du fret, qui amènent tout le matériel et tous les achats que vous avez, c'est des milliers et des milliers de bateaux. Pourquoi on ne parle pas de ceci? Pourquoi on parle du tourisme? Parce que le tourisme aujourd'hui, c'est un petit peu comme Total à l'époque, comme Shell, c'est quelque chose de représentatif. Quand on parle du tourisme à la population, tout le monde sait ce que c'est, parce que tout le monde l'a fait plus ou moins. Et donc c'est visible. Quand on attaque les bateaux, le Georges l'a confirmé, les bateaux aujourd'hui, quand on parle de pollution, ça n'a plus rien à voir il y a 40 ans ou 50 ans. Quand vous voyagez à Bordeaux ou à Paris dans les années 70, c'était plein d'odeurs de charbon, de pollution. Les voitures, quand vous respiriez les voitures, c'était du gaz noir. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce genre de choses. Les compagnies aériennes, elles sont à moins 60% de produits consommateurs en pollution par rapport aux années 70. C'est-à-dire que tout le monde du tourisme, les hôtels compris, ont été obligés déjà par eux-mêmes de développer des outils, des produits qui soient beaucoup plus au niveau du consommateur. Et justement, quand on parle du tourisme écologique, on devrait dire aujourd'hui, le tourisme, au contraire, c'est un élément
qui est visible, c'est un élément qui est, comment dirais-je, pédagogique, puisque on est dedans, on est l'élément. Quand on parle de tourisme de masse, très souvent on oublie aussi, c'est que ce sont les régions, ce sont les villes qui sont mal adaptées ou qui ne s'organisent pas. On parle de Marseille, 2024, on va mettre un système électrique qui va permettre aux bateaux encore d'utiliser un système qui sera encore moins consommateur d'énergie. Quand on parle de Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, quand on parle de tas d'endroits, pourquoi il y a de la masse? C'est parce qu'il y a une mauvaise organisation dans la distribution, dans la discipline et surtout faire bouger les gens. On a refait le Mont Saint-Michel pour que ce soit plus écologique. Et en fait, il s'est passé une chose, c'est que les passagers sont bloqués, les voitures n'avancent plus, et il y a un monde considérable qui est bloqué à l'entrée et à la sortie. Et on a l'impression que c'est la masse. Venise, c'est pareil. C'est simplement la région, la mairie, qui n'a pas voulu entamer des travaux pour pouvoir faire passer les bateaux dans un endroit un peu plus tranquille où on ne touche pas cette fameuse lagune. Et c'est vrai qu'on met en danger Venise. Mais qu'est-ce qu'on a fait auparavant? Et on a demandé aux bateaux de venir dans les quais. Comme à Marseille, on a demandé. Ce n'est pas eux qui sont venus d'eux-mêmes. On leur a demandé. Quand vous voyez la Thaïlande, c'était le plein emploi en 2019. Aujourd'hui, sans le tourisme, c'est 1 emploi sur 3. C'est considérable. Le tourisme aujourd'hui est un vecteur comment dirais-je, de vie, c'est un vecteur qui permet des emplois, c'est un vecteur qui permet de faire beaucoup d'autres choses. Et il ne faut pas oublier non plus que le tourisme, c'est un des rares métiers qui permet de récupérer des personnes sans diplôme pour pouvoir les faire développer, qui puissent évoluer et créer leurs propres entreprises. C'est ça le métier du tourisme. Donc les agences de voyage, on est déjà sur la technologie du futur depuis très longtemps. On permet aujourd'hui, quand on parle de voyage de luxe, comme monsieur en parlait tout à l'heure, le voyage de luxe, il ne faut pas dire que ça coûte des fortunes, c'est pas vrai. Un jet aujourd'hui, ça a un certain prix, mais pris d'une certaine façon. Le coût est moins cher. Quand vous avez des personnes qui font des allers-retours Paris, je dis n'importe quoi, Paris-Reykjavik, ils peuvent faire l'aller-retour dans la journée avec un avion en jet. Si vous le faites en avion régulier, vous êtes coincé, vous devez rester, donc vous allez consommer autrement, vous allez dépenser de l'énergie autrement. Et tout ça, c'est important. Les bateaux, on parle des grands bateaux, mais le Penant, ce sont les bateaux de 220 places. Dans le Penant, on parle aujourd'hui du Penant qui est à risque sur un plan écologique vis-à-vis de la nature de l'Antarctique et de l'Arctique. Moi, je l'ai fait l'Arctique, et j'ai fait l'Antarctique. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des scientifiques, il y a tout un tas de personnes sur place dans le bateau qui sont là en disant ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire, qu'il y a tout un tas de disciplines, comment dirais-je, de sanitaire qui est vraiment considérable. Et puis ensuite, il y a les petits bateaux, les petits yachts. Ces yachts aussi, c'est important, parce que ces yachts font marcher le commerce, font marcher les emplois. Et les yachts, aujourd'hui, sont des bateaux qui sont nettement moins énergivores qu'auparavant et qui ont une consommation et un respect de la nature extrêmement important. Pour les hôtels, ça, c'est pas ma partie, je vais laisser monsieur en parler, mais pour les hôtels, depuis 30 ans, il y a des directives européennes qui ont fait qu'on a des obligations pour respecter l'hygiène, l'écologie, le respect de la nature. Et tout ça, ça a été fait depuis 30 ans. Donc, on est largement aujourd'hui en avance par rapport à tout ce qui est proposé. Et tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en compte parce qu'on voit que le voyage, en fin de compte, n'est pas le mauvais élève. Au contraire, c'est même un très bon élève. Oui. Bon, et vous, le futur, vous le voyez comment? Très positif, hein, parce que là, actuellement, le monde du voyage, c'est un monde... Il y a 20 ans, on pouvait dire qu'il y avait se loger, se nourrir, s'habiller, c'était les éléments principaux. Aujourd'hui, il y a le loisir qui est rentré dedans. Et dans le loisir, il y a le tourisme. Et dans le tourisme, on voit bien dans la consommation, avec ces confinements, les gens ont mis de l'argent de côté, ont épargné, et on le voit au mois de mai-juin, il y a eu une réouverture du tourisme. Mais je peux vous dire qu'il y avait plus de touristes qu'en 2019, plus de demandes de vacances, et les budgets de vacances des personnes dépensent beaucoup plus. Faites attention parce que quand un client, je vais prendre l'exemple de 1998 avec la Coupe du Monde. Quand on parle des touristes qui ne sont pas très propres, très respectueux, en règle générale, les touristes sont extrêmement respectueux des lieux dans lesquels ils y vont. Que ce soit des lieux de culte ou des lieux de passage, vous verrez rarement un touriste jeter un papier par terre. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a une image d'Épinal qui court en disant, en New York par exemple, vous jetez un papier, c'est 1 000 $ d'amende. Et donc, quand un touriste voyage, il ne connaît pas bien le pays, il fait très attention par rapport à ça en se disant, je vais peut-être avoir une amende, je préfère éviter. Mais en 98, quand vous aviez tout le monde, par exemple, pour moi qui suis parisien, sur le parc de la Tour Eiffel, dans les jardins de la Tour Eiffel,
vous aviez des milliers de personnes qui étaient là pour regarder le match, et quand ils sont partis, c'était bourré de papier, de canettes de bière et autre chose par terre. Donc, ce n'est pas forcément le touriste qui pollue, au contraire, c'est souvent la population qui ne respecte pas. Et ça, c'est important. Donc, en fait, pour le tourisme futur, il suffit d'un petit déclic, et là, je crois que le déclic est en train d'arriver actuellement, à partir du 2 février, je peux vous assurer que le nombre de réservations dans les agences de voyage, dans les hôtels, sur les bateaux et ailleurs, ça va repartir en flèche. Il y a un tel désir de voyager, de partir, que les gens partiront. Le tourisme de masse, il a été un petit peu développé, on l'a un peu aperçu en fin de compte avec les Chinois et avec les Russes, il y a 10-15 ans maintenant à peu près. Ça, c'est un tourisme qui est arrivé en masse parce qu'au début, il y a eu d'abord les très riches Russes qui sont arrivés, qui ont dépensé beaucoup, mais qui ont fait ça d'une façon un peu particulière parce que c'était l'ouverture des frontières. Les Chinois, eux, ils ont du mal à voyager individuellement parce qu'on leur interdit de voyager individuellement, donc on les met dans les autocars et ils viennent à Paris, à Nice, et ils repartent automatiquement. Par contre, ils font comment dirais-je, le bonheur des grandes boutiques, des grands magasins, comme Galeries Lafayette des Printemps, Boulevard Haussmann. Je peux vous dire qu'avec eux, ils font 40% de chiffre d'affaires. Marseille, c'est pareil, et partout. Donc, c'est vrai que le tourisme, apparemment, peut être dangereux sur un plan respect de la nature, mais en fait, le tourisme a toujours respecté la nature, et les clients d'eux-mêmes, les voyageurs, le respectent par eux-mêmes. Et après, ce sont aux pays, ce sont aux gouvernements de respecter ça. On le voit au Pérou avec le Machu Picchu, où ils ont commencé depuis 2 ans à réguler le système des touristes sur place. Et dans d'autres destinations, c'est le même principe. À Venise, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc le tourisme de demain, il est là. Alors le tourisme, on en a parlé tout à l'heure, tourisme spatial, ça c'est encore un élément qui viendra plus tard. Ça c'est un élément pour se faire plaisir, pour des gens qui ont vraiment les moyens. Après, il y a de la communication qui est dedans, parce que ceux qui voyagent attirent d'autres spectateurs ou d'autres achats par rapport à ça. Il y a le tourisme virtuel avec le système de méta que va proposer Facebook, etc. Ça, c'est pas notre métier. On se fera toujours plaisir, mais avec ça, on ne voyage pas. Quand vous faites des jeux vidéo, vous voyagez avec ça si vous voulez, mais vous restez sur place. Ce n'est pas plus motivant. Et puis, là, je vais me faire peut-être des ennemis, mais quand on parle du tourisme qui est polluant, tout ce qui est technologie est extrêmement polluant. Il y a des études au Sénat qui sont sorties récemment et qui se continuent encore, c'est quand même 8% de la pollution sur la Terre. Il y a 1,5 milliard d'abonnés, c'est 3 fois la puissance des centrales électriques dans le monde, et si vous passez pendant 1 heure des mails à travers le monde, c'est 1000 allers-retours Paris-New York. Je vous laisse choisir la classe, hein, ce n'est pas un souci. Mais c'est quand même 1000 allers-retours. Donc, voilà, le touriste est respectueux, le tourisme est respectueux, et dans l'avenir, il y a plein de choses qui vont évoluer, il y a plein de choses qui vont encore se créer, et les agences de voyage s'adaptent. Ce sont des vrais caméléons. On leur dit, c'est pas bien de faire ça, hop, c'est pas grave, on vous le modifie. Sur les transports, on parlait de transport aérien tout à l'heure, le transport aérien, depuis 70, a économisé à peu près 60-70% en énergie carnivore, c'est-à-dire en pollution. Le train, on a essayé d'enlever l'avion sur les 2 heures par rapport à Paris-Bordeaux, Paris-Marseille. Il y a une plainte qui a été déposée par différents organismes sur l'aérien. Je pense qu'ils vont gagner. On ne peut pas interdire le transport aérien sur 2 heures. C'est pas plus, c'est pas moins polluant. Tout dépend comment la chaîne est faite. Les avions qui sortent actuellement, comme Airbus Neo 221, je crois, qui est sorti récemment, c'est un avion encore plus économique et encore moins polluant qu'auparavant. Mais quand vous dites à une personne qui habite Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, vous venez en train, pas de problème. Mais celui qui habite à l'extérieur de Bordeaux, il faut qu'il prenne le taxi, il faut qu'il prenne la voiture. Donc on en revient strictement au même. Et en plus, il est lésé, parce que lui, il va être obligé de dépenser encore plus d'argent pour pouvoir rentrer chez lui, pour pouvoir aller à son entreprise. Donc si les rotations se viennent effectuer avec des avions de bonne qualité, il n'y a absolument aucun problème. Et les compagnies, de toute façon, vont en ce sens. Parce que un avion comme le fameux Airbus, c'est d'économie aussi pour les compagnies aériennes. Donc moins de dépenses, c'est aussi gagnant pour tout le monde. Donc vous êtes très optimiste. Ah oui, moi je suis bien sûr optimiste. Il y a eu plusieurs périodes qui ont été très difficiles, et pour les agents de voyage, la période qui a été la plus dure, c'était dans les années 91, la crise financière du Golfe, première guerre du Golfe, et il y a eu des appareils comme le Minitel qui sont sortis. Minitel. Quand vous êtes sur Internet, vous appuyez sur un truc, vous surfez, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, etc. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, vous savez plus où vous en êtes. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous appuyez l'agent de voyage. Quand vous étiez sur Minitel, c'était à peu près 50 cents la minute.
vous restiez en moyenne 1 heure par minute. Vous ne pouviez pas changer, c'était obligatoirement le système. Mais quand vous restiez 1 heure, c'était 1 heure, 1 heure et demie, multiplié par des milliers de personnes. C'était hyper rentable pour celui qui avait créé ça, le patron de Free, c'est ce qu'il avait créé. Et eux pouvaient faire des 50 pour 70%, donc 80%. Ils cassaient complètement le marché. C'était des années où il y avait encore les 707, où les hôtels, quand vous étiez dans une single, c'était vraiment une single, vous ne pouviez pas aller à deux, c'est pas possible. Tout ça, ça a été c'est une révolution qui a tout modifié. Et en fait, au fur et à mesure, on parle de l'évolution, on parle dans 20 ans, mais les agences de voyage, le monde du tourisme est déjà prêt. Même dans la restauration, dans l'hôtellerie, vous êtes déjà largement prêt. Tous les outils, tout le système d'accueil des clients est fait déjà différemment d'il y a 15 ans. Regardez toujours ce qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans avant. Regardez ces vieux films des années 50, 60. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, ce que vous disiez, il n'y a que 10 ou 15%, peut-être 20% de restaurants gastronomiques. C'est vrai qu'il y a une multitude de restaurants de malbouffe. Après, c'est un choix à faire. Et encore une fois, c'est pour un petit peu par rapport à votre bourse. Mais le voyage, c'est pareil. C'est également par rapport à votre bourse. Il faut qu'on puisse faire voyager le maximum de personnes. Plus les gens voyagent, plus les gens deviennent tolérants. C'est pour ça qu'on dit aux États-Unis, ceux qui voyagent, ce sont les démocrates. Les républicains, ce sont ceux qui restent sur place. Sur cette conclusion bien politique, donc, nous allons maintenant passer la parole à M. Brissard, qui représente le groupe Accor. Si vous voulez bien nous donner un petit peu votre état des lieux et puis voir un petit peu ce qu'il en est aussi pour le tourisme du futur, au moins pour votre groupe Accor, et de façon aussi générale pour l'hôtellerie. Alors, de manière générale, je m'appelle Olivier Brissard, donc je suis directeur d'opération pour l'ouest de la France pour Accor. Petit clin d'œil à mon collègue à côté, puisque pendant 10 ans, j'ai eu une agence de voyage dans le tourisme sportif. Je vous dis ça pas pour parler de mon parcours, mais pour vous montrer ce qui va évoluer demain dans l'offre touristique et l'offre de nos clients. Alors, je me suis permis de faire un petit triptyque pour parler un peu de l'hôtellerie de demain. Le premier, c'est le client. S'il n'y a pas de client, c'est un peu compliqué de faire tourner les hôtels. Le deuxième, je dirais que c'est vous. Donc, c'est plutôt les collaborateurs. On est pas mal d'étudiants de Vatel en stage, donc je parlais un petit peu de vous et comment nous, on perçoit le collaborateur de demain dans nos hôtels. Et puis, vous en parlez un petit peu, ce que j'appelle mes clients à moi. Donc, ce sont plutôt les propriétaires d'hôtels. Et dans les propriétaires d'hôtels, j'englobe les hôtels et toute la balance RSE, bâtiment et énergivore ou pas. Accor, c'est à peu près 5000 hôtels à travers le monde et 52 marques. Alors, des marques que vous connaissez très bien, hein, de Formule 1 ou F1 pardon, jusqu'à Sofitel en France. Et puis des marques très régionales. En Asie, il y a beaucoup de marques que vous ne connaissez pas, mais qui constituent le portefeuille du groupe. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une dizaine de pays, à peu près. Voilà, on se présente un petit peu. Et puis dans l'hôtellerie, dans le tourisme sportif aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on a, sur le premier pilier qui est le client, vraiment une attente de nos clients complètement mélangée entre tout ce qui est business et loisirs. Alors, on a un mot qui vulgarise un petit peu ça, qui n'est pas très jojo, qui s'appelle le bleisure. C'est comment, pour nos clients, dans nos infrastructures, on peut accueillir nos clients dans une partie affaires, mais aussi à 18h, quand ils ont posé les PC, posé la vidéoconférence, boire une bière, aller dans une salle de sport si on en a une, leur proposer des activités, être au contact, et on verra tout à l'heure que le collaborateur est pour nous la clé en fait, de ce contact client. Dans l'hôtellerie de demain, le challenge qu'on se lance chez Accor, si vous avez regardé un petit peu l'actualité, c'est d'être au contact de notre client dans tout son parcours. Le plus difficile aujourd'hui, c'est d'être au contact du client avant qu'il soit dans l'hôtel. C'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui par les cartes de fidélité. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez les cartes de fidélité Hall que vous avez pu voir sur le maillot du PSG. Toute cette communication, elle concourt à quoi? À être au contact du client. Il va y avoir une petite innovation puisque Accor co-brande une marque, une carte de paiement avec BNP. Aujourd'hui, vous utilisez votre carte de paiement tous les jours pour aller chercher acheter et vous pourrez avoir cette carte-là. Et cette carte, c'est une carte qui nous permettra d'avoir des contacts réguliers par les modes de consommation que vous utiliserez, par les modes de restauration que vous pourrez avoir, également par tous les points, la fidélisation que vous allez pouvoir acquérir avec ces points. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'avoir ce contact client sur tout son parcours, en amont pour connaître ses désirs, l'accueillir avec une bouteille d'eau, un troisième oreiller, et c'est vraiment la connaissance de ces clients qui va tendre les prochaines années chez Accor pour tout ce qu'on appelle les CRM, donc tout le marketing spécialisé et individualisé sur les clients,
que vous aimiez le sport, avoir une troisième bouteille d'eau dans votre chambre, il faut qu'on puisse avoir dans nos cardex, dans les portefeuilles de fidélisation de nos hôtels, l'ensemble de vos consommations pour pouvoir devancer, entre guillemets, vos désirs. Donc c'est ce sur quoi on travaille avec nos clients dans le cadre de cette fidélisation. Je vais faire juste un petit point sur ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à nos clients. On a dans l'hôtellerie Accor, bien évidemment, des clients B2C qui viennent plutôt en loisirs. Donc on se rend compte depuis quelques mois qu'on a plutôt des clients locaux, interrégionaux. Toutes les grosses manifestations internationales et de par les restrictions aussi des passages de frontières, beaucoup moins de clientèle internationale. Et quand vous regardez les infrastructures d'hôtels parisiens qui sont construits sur de l'accueil de clientèle internationale avec des salles de réunion où autour on a construit des chambres, on a vraiment une difficulté à pouvoir exploiter. Donc on est en train de vivre complètement une mutation sur la régionalisation de nos actions commerciales, nos actions marketing, pour pouvoir, sur la clientèle européenne ou la clientèle régionale, pouvoir travailler avec nos clients locaux qui sont plutôt aujourd'hui, sur les derniers mois, septembre, octobre, novembre, qui ont été des mois assez porteurs, plutôt une clientèle loisir. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on avait une image extrêmement business chez Accor. Moi, je travaille sur tout l'Ouest, on a une place qui est très emblématique pour ça, c'est la place de Toulouse, qui est une place qui est très très peu loisir. On n'a pas la mer, il n'y a pas la mer à Toulouse. On faisait des taux d'occupation de 80-90% la semaine et 30% le week-end. On a complètement inversé ça. On a aujourd'hui des taux d'occupation avec des clients interrégionaux comme les Espagnols qui ne sont pas très très loin, qui viennent occuper les hôtels le week-end. Donc ça induit aussi, pour le deuxième pilier, et vous, les collaborateurs, d'autres timings de travail, d'autres modes de travail, et on l'a vu il y a quelques temps avec la difficulté de recrutement qu'on a dans notre industrie. Alors les collaborateurs, c'est mon deuxième point. C'est un métier assez paradoxal puisqu'en fait on est chez Accor une industrie d'hôtellerie qui est née dans la standardisation de l'hôtellerie. Les premiers hôtels chez Accor, c'était les hôtels Novotel. Donc on a copié un petit peu ce qu'ils faisaient aux États-Unis pour avoir les mêmes hôtels partout. Économie de construction, chaîne de travaux similaires qu'on soit à Roubaix ou à Marseille. Donc on avait généré tout autour de la construction hôtelière. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas ça qu'attendent nos clients. Ce qu'ils attendent, c'est une expérience pas forcément, on l'espère, que tous les lits sont bons dans tous les hôtels, mais c'est plutôt une expérience au contact du collaborateur. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans les recrutements qu'on diligente, moi je suis aussi sur différentes écoles, Tunon, que vous devez connaître, qui est une école également du tourisme, l'Istia sur Toulouse, c'est vraiment de trouver des personnalités. On cherche bien évidemment des gens formés, que vous soyez formés sur demain des spécialisations dans le revenu management, qui est un petit peu ce qu'on essaie d'optimiser et de mettre dans nos hôtels aujourd'hui et de pousser pour optimiser le revenu, ou simplement sur du commerce. Ce qu'on cherche, c'est des personnalités. Il nous faut au contact client aujourd'hui des gens qui sont capables de discuter avec un client. Pendant tout le parcours du client in-hôtel, de pouvoir l'accueillir, le reconnaître, parler dans sa langue. Ça paraît évident, mais c'est souvent aussi des écueils qu'on a dans les recrutements. Et puis d'avoir aussi une personnalité peut-être un petit peu avec quelques aspérités qui permettent de personnaliser ses jours et que le client se sente reconnu, de discuter avec quelqu'un de ses passions, si vous êtes passionné de cheval, de moto, de que sais-je, de pouvoir avoir cette interaction, que le client soit affaire au voisin. Alors je dirais que c'est la deuxième paradoxe pour vous demain, c'est peut-être qu'on va exiger dans vos recrutements et dans le premier contact pour un entretien d'embauche. Alors je suis peut-être un peu terre à terre, mais je pense que vous aurez à vous y confronter dans les prochains mois ou semaines. C'est une formation assez irréprochable. On a beaucoup de demandes dans nos hôtels de métiers, je dirais, spécialisés, puisque je considère qu'après peut-être des métiers un peu plus difficiles comme les femmes de chambre ou la cuisine, qui ne demandent pas forcément une formation comme la vôtre, c'est d'avoir des gens extrêmement bien formés. D'accord ? Ce qu'on vous demandera demain, justement, c'est de la polyvalence. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais on en revient toujours à ce parcours client, de pouvoir discuter avec un client, si vous êtes réceptionniste, de lui servir un café, un cocktail le soir, sans forcément appeler un collègue qui va pouvoir remplir cette fonction. Donc, on va travailler sur de la polyvalence en ayant un parcours relativement fouillé, un parcours relativement pointu. Troisième pilier, je vais vous parler des propriétaires et des hôtels. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur le volet RSE. On a, nous, des hôtels qui sont construits depuis une trentaine d'années. Alors, je serais moins enthousiaste que mes collègues sur le parcours RSE qu'ont construit nos hôtels, puisqu'on a quand même des gros bâtiments qui sont difficilement malléables. Mais je vous rejoins sur l'élan
cas, le groupe Accor aussi, et aussi par la nouvelle législation qui nous impose d'avoir des bâtiments moins énergivores. On le fait pour ça aussi, parce que c'est une démarche citoyenne, mais on le fait aussi parce que nos clients, aujourd'hui, nous le demandent, et c'est une sélection impitoyable d'avoir aujourd'hui des bâtiments, des démarches. On parlait d'amenities, je crois que vous en parliez dans votre conférence, sur les amenities, prenons le cas le plus emblématique, et les petites savonnettes que vous trouvez dans vos salles de bain. C'est quelque chose qu'on est complètement en train d'éradiquer. Voilà, avec des gels poussoirs, des choses qui sont un peu plus collaboratives. Peut-être des fois, paradoxalement, qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais on est complètement dans cette démarche. La plus grosse difficulté pour nous, c'est le reconditionnement de nos bâtiments. On l'a vu tout à l'heure, on a de moins en moins de clientèle B2C. Le télétravail a aujourd'hui œuvré de manière salutaire pour pouvoir garder les gens de manière sanitaire chez eux. Mais dans l'industrie de l'hôtellerie business, on a de moins en moins de réunions. Toutes les grosses manifestations aujourd'hui peuvent être diligentées sur 2-3 points de lieu. Donc l'hôtellerie s'est adaptée pour ce type de business demain. De pouvoir faire une réunion à 100 personnes, on peut le faire aujourd'hui dans les hôtels Accor, mais sur 3-4 lieux en vidéoconférence. Donc on est capable de s'adapter aussi à cette demande des clients, à cette mutation. Et donc pour revenir au dernier point, tout ce qui est RSE, Accor s'engage vraiment fortement dans toute une politique effectivement environnementale, avec principalement une tendance, vous en parliez tout à l'heure, vers le zéro plastique. Alors c'est extrêmement compliqué, parce que quand on parle de zéro plastique, on a toute une manutention de verre dans les chambres d'hôtel. Vous savez que dans les chambres d'hôtel, on a souvent une petite boisson d'accueil. Donc quelles sont les alternatives? Donc le groupe et toute l'industrie hôtelière travaillent sur ces sujets aujourd'hui. Et puis nos bâtiments. Nos bâtiments, alors aidés par le coût des énergies qui ont explosé et aussi par la législation qui impose d'avoir des bâtiments moins énergivores, on est en train de travailler sur la construction, bien évidemment, de bâtiments éco-responsables et puis toute la réhabilitation avec nos propriétaires. Je rappelle que chez Accor, on est propriétaire d'hôtels, on manage des hôtels pour le compte de banques, d'assurances, mais aussi on conseille des propriétaires franchisés. Voilà, sur l'ouest de la France, vous avez à peu près 380 hôtels et vous avez à peu près tous ces types de modes de détention. Donc il faut savoir faire pour construire pour nous-mêmes, conseiller pour proposer à nos hôtel managers de rénover leurs hôtels, et ce sont des sommes conséquentes à investir. Et on rénove pas forcément des chambres quand on rénove l'enveloppe d'un bâtiment. Et puis être attractif aussi pour les franchisés à venir chez Accor pour pouvoir avoir ce type de conseil. Voilà. Donc l'hôtellerie pour nous de demain, elle est de 3 ordres. Elle est vraiment, pour conclure sur le client, c'est de pouvoir devancer un peu ses attentes, et la connaissance du client pour nous demain va être majeure. Et tous les points de contact que j'évoquais avant le séjour du client, les cartes de paiement, l'enrôlement du client sur les cartes de fidélité est un vecteur clé pour nous. Le troisième point, c'est les collaborateurs. Il faut qu'on arrive demain à avoir des collaborateurs plus, j'ai marqué des personnalités, on cherche des personnalités, des aspects de caractère. On demandait souvent avant d'avoir des gens qui étaient capables d'être procéduriers et d'appliquer des procédures chez Accor. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de pouvoir déroger à ces procédures quand il y a un souci et de pouvoir vous-même proposer, dans le cadre de vos responsabilités et d'un cadre qui est défini, des solutions aux clients. Donc des gens capables de prendre des initiatives, une vraie personnalité. Et le troisième point, c'est la mutation de nos bâtiments, parce qu'il n'y a pas d'hôtellerie sans grands bâtiments. Tourner vers le RSE, tourner vers peut-être un peu moins de salles de réunion, peut-être un peu plus d'outils technologiques pour pouvoir distancier ces types de réunions, et puis rendre nos bâtiments beaucoup plus éco-responsables. Merci. Donc, en fait, si on vous écoute tous, vous êtes quand même très porteur d'un message optimiste, positif, hein, alors qu'on vient de traverser 2 ans qui ont été quand même très difficiles. Mais moi, ce que je retiens un petit peu de vos interventions diverses, hein, que ce soit M. Azou, M. Wezard, M. Benopoulos ou M. Perso, c'est que finalement, cette crise a été révélatrice. Hein. Finalement, ça a été un accélérateur de tas de paramètres qui étaient déjà en germe depuis quelques années. On réfléchissait déjà à un tourisme différent depuis déjà 7-8 ans. Hein. Et finalement, cette crise nous a obligés à prendre conscience qu'il fallait aller plus vite, qu'il y avait des solutions importantes qui étaient en germe, mais qui vont véritablement éclore maintenant. Hein. Si on retient un petit peu dans vos discours respectifs, vous avez parlé beaucoup de respect, de digital, d'humain, d'expérientiel,
que tous ces paramètres peuvent être tout à fait conciliables hein, dans un tourisme du futur. Moi, je souhaite que toutes ces valeurs, hein, vous, étudiants, futurs professionnels, vous puissiez les porter hein, dans les années futures et que le tourisme sera encore plus beau hein, qu'il n'a été en respectant toutes ces valeurs environnementales, l'humain surtout, qui est aussi au cœur hein, du tourisme. Il ne faut pas l'oublier que c'est quand même une rencontre, hein, le tourisme. Je ne sais pas, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi et que c'est quand même le cœur de notre métier. Rencontrer l'autre, s'enrichir de l'autre. Je disais souvent à mes étudiants, frotter notre cervelle à l'autre, comme disait Montaigne, bah, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, on a des outils digitaux extraordinaires, on a des tas de moyens différents hein, de voyager, mais il ne faut pas oublier que quand même le tourisme, c'est la rencontre de l'autre, c'est l'altruisme, et c'est la rencontre de l'autre. Alors maintenant, si nos différents intervenants veulent prendre la parole sur une conclusion, je leur laisse la parole, ou autrement, si les étudiants ou les gens qui nous suivent en visio ont besoin de nous poser des questions, ont quelques... Oui, certains? Oui. Et du coup, en conclusion, est-ce que la croissance des touristes va continuer? On était à 1,5 milliard, je crois, monsieur. Oui, 1,5 en 2019, oui. Ou est-ce qu'elle va rester pareil Ah non, elle va croître. Elle va croître, en fait. Elle va croître parce que plus les pays se libèrent, moins les pays ont de problèmes d'autoritarisme, plus il y a de personnes qui sortent. Donc, elle va croître, mais ça ne veut pas dire que ça va s'amasser vers le même endroit. Par exemple, dans l'Asie, ça circule beaucoup plus dans la région. Aux États-Unis, les Américains n'ont pas besoin de voyager à travers le monde, ils peuvent voyager déjà rien que sur leur continent. Donc, en fait, ça va croître, mais dans des zones concentrées particulières, mais disons avec une certaine discipline, avec une certaine organisation. Ça, on va prendre l'organisation américaine ou à l'australienne, c'est-à-dire que tout est bien organisé. Quand vous allez dans des parcs aux États-Unis, vous avez des gardes qui surveillent. Vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça pour respect du système. En Australie, qui est un pays assez grand, même très très grand, mais avec des espaces vierges, même là, vous avez des barrières blanches et des organisations pour ne pas... Donc, ça va croître, mais toujours, encore une fois, dans le respect de la nature, dans le respect du pays. Sans aucun problème réel. Non, juste un complément par rapport à l'hôtellerie, c'est que on a quand même, nous, on est dans un tourisme réceptif, les hôtels. Les hôtels sont fixes, on a des bâtiments qui naviguent, vous avez des agences qui exportent des clients. Nous, on a deux marchés émetteurs, hein, qui sont la Chine et l'Inde, qui sont des marchés extrêmement importants, qui vont se développer dans les années à venir. Donc là, il y a effectivement un coup d'arrêt ces 3 dernières années. Quand la Chine s'éveillera, on sait que c'était le titre d'un film, mais c'est déjà des dispositions. C'est déjà des dispositions qu'on a prises dans nos hôtels, dans le cadre du recrutement même, de gens qui parlent le mandarin, par exemple. Quand vous prenez un petit déjeuner, si vous avez l'occasion d'aller en Asie, moi j'ai vécu au Vietnam, je pense que la Chine c'est encore vraiment différent. Vous avez des modes de restauration, de petits déjeuners qui sont complètement différents de nos habitudes. Et dans le cadre de l'accueil de ces clients, il faut aussi savoir pouvoir leur donner le type de restauration qu'ils souhaitent. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas ce chiffre de 1,5 milliard, mais c'est vrai que si l'Inde et la Chine commencent à voyager et puisque le voyage se démocratise, on risque d'avoir des flux internationaux effectivement relativement importants. Oui, donc on va vite revenir à des flux importants. Là, tout, c'est de respecter certains paramètres. Ce que disent les... Alors, c'est complètement vrai, parce que historiquement parlant, comme je l'ai indiqué, on est passé de 25 millions à 1,5 milliard, avec des tassements de l'E3, etc. Par contre, aujourd'hui, les économistes qui sont en chambre prévoient, y compris, parce que si on parle d'aviation et d'hôtellerie, l'aviation, pour être très clair, ça va pas démarrer demain matin. Hein. Et en fait, on prévoit le niveau de 2019 pour 2024. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des économistes, la Banque mondiale, l'OMC, etc. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc là, c'est ce qui se dit au niveau des économistes. Il y a un phénomène qu'on appelle le revenge travel. Ce n'est pas du tout pornographique. Le revenge travel, c'est une espèce de boulimie, effectivement, qu'on a pu noter, y compris récemment en Asie, donc une espèce de boulimie de partir à tout prix. Moi, pour être très concret, pour parler de ma Bretagne que j'aime énormément, il n'y a jamais eu... Je parlais de la réduction tout à l'heure du tourisme intérieur, qui était plus faible avec le Covid que le tourisme international, moins 35% versus moins 75%. Mais le tourisme local, effectivement, en France, en Bretagne, il n'y a jamais eu autant de monde que les 6 derniers mois. Cet été, c'était plein à craquer, pas seulement les hôtels, les gîtes, les machins. Et dans les campagnes, il n'y a jamais eu autant de monde dans les campagnes.
Après, moi, je voulais faire effectivement compléter, faire quelques remarques sur les sujets qui ont été abordés, à la fois sur les questions d'environnement, de massification ou d'énergie. C'est vrai que ce qui a été dit sur les croisières, c'est symptomatique de professionnels responsables, avec aussi un cadre et des obligations qui font des choses exceptionnelles. Effectivement, quand on voit ces bâtiments, bateaux, ça donne une image compliquée, mais quand on sait que derrière, il y a zéro déchet, il y a des énergies qui sont propres, c'est plutôt pas mal. On n'a pas parlé de l'hydrogène pour les bateaux. Je sais qu'aux entretiens de Luxus, il y a des gens de Brittany Ferries qui parlaient de projets dans l'hydrogène. Dans le domaine du train, c'est pareil. Dans le domaine du transport, donc l'hydrogène que de l'eau. Donc il y a aussi des projets qui nécessitent des technologies et des savoir-faire en matière de développement durable. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur les tendances, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que je voulais raccourcir mon propos, mais les études montrent qu'il y a une nécessité aujourd'hui de localité, d'adaptabilité. Et ce qui s'est passé très concrètement dans les hôtels, dans l'aviation, sur Airbnb, même sur Blablacar, c'est cette capacité et l'obligation qu'avaient l'ensemble des opérateurs à accepter les annulations de dernière minute. Ce qui est compliqué à gérer dans le domaine du tourisme, parce qu'effectivement, quand on réserve un hôtel et qu'on a besoin d'avoir du personnel disponible, et tout d'un coup, on est obligé de tout annuler la veille. Donc, le Covid, est-ce que ça sera durable ou pas, a obligé tous les opérateurs à être très flexibles, et c'est vrai que les clients demandent cette flexibilité. Est-ce que c'est une tendance à long terme? Peut-être. Quelles sont les conséquences en termes de gestion pour les hôtels et les avions? C'est vrai que c'est pas ça. C'est pas Ça va être gérable. Là, les agents de voyage, dans le monde du tourisme, on a réussi à négocier avec les assureurs qui nous ont fait des assurances Covid et qui ont permis ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que les réceptifs locaux, les pays locaux n'avaient pas de touristes. Donc, ils étaient extrêmement souples pour essayer de s'en sortir. Parce que le problème qu'on a eu en agent de voyage français, en France, c'est qu'on n'avait pas de clients. Mais les étrangers n'avaient pas de clients non plus. Et donc, eux aussi se sont retrouvés avec des annulations immédiates au mois de mars 2020. Et résultat des courses, eh ben, ils ont jonglé. Et à partir du moment où on leur disait, bah, écoute, là, tu ne me prends pas de frais parce que je peux faire autrement, ok, pas de problème. Mais quand le tourisme va repartir, vous êtes sûr que là, les frais vont repartir. C'est clair que les règles vont être... C'est difficile. On a entendu parler, par exemple, aux États-Unis, avec quelqu'un qui est parti dans la presse en disant je réservais sur 10 destinations à la fois. Ouais. C'est vrai que dans les années 70, on pouvait le faire parce que les compagnies aériennes, c'était du manuel, avec gomme et crayon. Mais aujourd'hui, c'est l'informatique. Et donc, si vous réservez 3 vols différents, même avec des compagnies différentes, le système informatique permet de regrouper le truc et de dire là, vous avez double réservation. C'est des conséquences de gestion qui sont compliquées. Air France a les billets modulables et annulables au dernier moment, l'ont maintenu, je crois, jusqu'au printemps, et après, ça sera fini. Et après, ça sera fini. Je pense que dès que le tourisme va repartir, il faut être raisonnable, pas faire n'importe quoi. C'est clair que c'est difficile à gérer en termes de gestion. Un ou deux points complémentaires sur la notion de flexibilité ou de massification. Avant le Covid, il y a déjà des décisions qui ont été prises. Prenez le Mont Blanc, il y a déjà, avant le Covid, des décisions qui ont été prises pour limiter par quota le nombre de personnes qui pouvaient monter sur le Mont Blanc. Ça, c'était avant le Covid. Il y a effectivement des décisions qui sont prises en ce moment à Marseille, parce on a parlé de Marseille tout à l'heure. Dans les calanques, à partir de 2022, il va y avoir des restrictions très strictes pour l'accès aux calanques avec un nombre limité de personnes. Fait une campagne de décommunication l'été dernier, tellement il y avait de monde. Donc voilà, donc c'est qu'il y a des vraies décisions collectives dans l'intérêt à la fois du territoire, de l'expérience des touristes et de l'environnement. Porquerolles, idem. Cette île protégée. Après, sur l'histoire des bateaux, effectivement, on a parlé un peu de Venise et de Majorque. Il y a aussi des règles qui vont, alors, effectivement, malheureusement, les infrastructures, et à Venise, c'est pour l'instant pas possible, une volonté forte de limiter l'accostage de bateaux, même s'ils sont zéro déchet, même si, effectivement, tout ce qui a été dit est très vrai. Il y a un certain nombre de villes et d'îles qui vont prendre des décisions dans ce sens-là. Et puis, vous prenez par exemple l'Islande, pour parler d'engagement ou de responsabilité des touristes qui sont... Une charte de l'Islande. C'est vrai que le tourisme, vous avez à la fois raison et tort, c'est que tous les touristes sont merveilleux, j'aime pas de Pakisa. C'est vrai, mais c'est pas complètement vrai non plus. Parce qu'il y a cette culture du plastique, du papier, forcément, c'est pas quelque chose avec lequel les gens ont été élevés, éduqués dans les années précédentes. Le plastique, je vous arrête parce que pendant la période du Covid, on n'a jamais fabriqué autant de plastique pour protéger les gens. Donc là encore, les États se contredisent. Quand on dit par exemple le tourisme, il faut limiter la masse et autre chose, qui demande de faire venir du touriste? C'est les États. Les Français veulent 100 millions de touristes. Donc il y a un moment donné. Et puis encore une fois, attention pour les zones. C'est vrai que cet été, et comme l'été dernier, il y a eu beaucoup de monde en France. Pourquoi? Parce qu'on avait du mal à voyager à l'international. Mais quand les frontières vont se réouvrir officiellement, vous allez voir que dans certaines zones, si la Bretagne ne fait pas beau au mois de mai-juin, vous n'aurez pas de touristes.
Donc, et on n'aura que les mêmes touristes toujours dans la même zone du sud. Encore une fois, ça se régule par la nature, c'est-à-dire par rapport aux événements, par rapport à l'économie. Des questions? Oui. J'ai une question. D'abord une question. C'est-à-dire que vous avez souscrit des assurances Covid ou pandémie mondiale? Des assurances, Parce que vous avez dit que vous avez négocié avec les assurances pour oui. le futur. C'est uniquement par rapport au Covid ou par rapport à une pandémie mondiale? Non, chaque pays a négocié, les assureurs, parce que les assureurs sont quasiment mondiaux, hein, c'est le groupe AXA, c'est le groupe Allianz, etc. Donc en fait, ce qu'on fait en France, c'est fait un petit peu ailleurs aussi, aux États-Unis, un peu moins dans les pays asiatiques, mais dans beaucoup de pays, ça a été fait. Mais à partir du moment où un Français, en tout cas, partait vers quelle que soit la destination, l'assurance Covid le protégeait. D'accord. Ça veut dire que si c'est une autre maladie, vous devrez souscrire à une autre assurance? Vous avez déjà des assurances, hein, des assurances à patrimoine, des assurances maladie, des assurances accident. Quand vous partez aux États-Unis, par exemple, vous avez franchement intérêt à prendre l'assurance, sinon là-bas, c'est 400 000 $ en une semaine. Hospitalisation. Voilà. Et par rapport à ce que vous avez dit, que les marchés les plus débiteurs, c'était la Chine et l'Inde, c'est-à-dire qu'on dépend d'eux, finalement? Non, on ne dépend pas d'eux, mais ce sont des réservoirs de clientèle qui vont commencer à se démocratiser au voyage, comme nous on l'a fait il y a une trentaine d'années. Et quand voilà, le pouvoir d'achat sera là sur la clientèle moyenne chinoise et qu'elle pourra voyager, il y a un creuset d'1 milliard de personnes. Voilà, donc c'est par rapport à la volumétrie des populations entre l'Inde et la Chine. Oui, il y a déjà 100 millions de Chinois qui sont potentiellement. On aura typiquement, si vous êtes fort en ratio, beaucoup de Chinois et d'Indiens qui vont commencer à voyager quand le niveau de vie aussi leur permettra de se démocratiser et d'avoir accès au tourisme. Ça va orienter le tourisme. Et sûrement, il y aura sûrement des Indiens en Bretagne. La fille qui est tombée amoureuse d'un Indien, il y en a déjà un qui est venu cet été. Et il y a un point que je n'ai pas forcément évoqué dans le tourisme demain, c'est que parler du tourisme demain sans forcément le Covid, mais vous avez parlé d'accélérateur. Il y a un accélérateur qui vous concerne, peut-être un peu moins dans les niveaux de qualification que vous aurez, c'est la perception des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui était une perception extrêmement dévalorisante pour des métiers comme les femmes de chambre, par exemple, qui sont un des premiers métiers de l'hôtellerie. Vous avez peut-être vu qu'il y a vraiment une désaffection de ces métiers, aussi bien sur la restauration que dans ce type de métier dans l'hôtellerie. Et il y a une revalorisation extrêmement importante des salaires qui a été menée par la branche HCR. Voilà, donc c'est pas forcément. Moi, j'ai mené beaucoup de tableaux verts sur toute la région ouest pour le compte de mon groupe, et c'est pas forcément que les salaires, mais c'est aussi les conditions de travail. Regardez, hormis les hôpitaux et peut-être la permanence qu'il doit y avoir dans la gendarmerie, quelles sont les industries qui travaillent 24/24? Les industries du tourisme. Un hôtel, un paquebot, c'est ouvert 24/24. Donc on a des conditions de travail de nuit, on a des conditions de travail le week-end. On a vu qu'il y a beaucoup de clientèle locale qui est revenue le week-end. Donc pendant que vous allez travailler, peut-être que votre collègue ou votre conjoint sera en week-end. Des travails le soir également avec les enfants, donc c'est des choses qui sont compliquées. Donc c'est plutôt l'adaptation aussi de ces conditions de travail qui nous a mené à réfléchir à une revalorisation. Peut-être si vous n'êtes pas sensible, la restauration, on avait traditionnellement du travail en coupure. On travaillait le matin au petit-déj, on travaillait le soir. Et entre les deux, on rentrait chez soi. Quand on habite à 2 minutes, c'est facile. Quand on habite, vous le disiez, peut-être à 1 heure, c'est pas possible et c'est pas gérable. Donc comment on revalorise ces salaires? Est-ce qu'on rémunère la coupure, ce que font certains groupes? Est-ce qu'on donne la flexibilité à nos collaborateurs justement d'organiser leur temps de travail? On travaille par exemple sur l'annualisation du temps de travail pour certains collaborateurs. C'est pas l'hôtellerie de demain, on y pensait avant, mais ça s'est exacerbé avec cette crise du Covid, où il y a eu une désaffection vers ces métiers peu nobles, en tout cas dans l'hôtellerie et la restauration. Ça, c'est un vecteur important de l'hôtellerie de demain, c'est de redonner du sens et du plaisir aux collaborateurs qui viennent travailler chez nous. Il y a un peu une refonte du métier, en fait, pour prendre les bases, reprendre la qualité, comme tu dis, la qualité de notre c'est peut-être, on parlait de l'humain tout à l'heure, c'est vraiment de le prendre déjà comme premier pilier et de l'intégrer dans la réussite de notre industrie. Pas forcément l'inverse, qu'on n'ait pas une industrie qui impose des contraintes qui, dans un moment extrêmement fort comme le Covid, ont explosé, où il y a vraiment une désaffection de l'attractivité de notre métier. D'accord, merci. Karine, tu as des questions en visio? Non, une question, mais elle concernait le management. D'accord. Enfin, c'est pas exact. D'accord, très bien. Peut-être un phénomène aussi pour rebondir sur la jeunesse qui est visible. Là, je parlais des chiffres par rapport à toute France sur les startups. Il y a effectivement beaucoup,
ce que vous en connaissez un certain nombre, parce que la plupart vous êtes des clients cibles. Il y a une solution qui s'appelle Staycation. Alors, Staycation, c'est un mot très sympathique qui veut dire rester vacation au même endroit. Ce n'est pas un mot qui a été créé aujourd'hui, il avait été créé en 2008 aux États-Unis, au moment de la crise, où justement les Américains, du coup, il y avait un petit palier et ils avaient plutôt envie de rester dans le Colorado et en Californie plutôt que de traverser le monde. Il y a un Français qui a lancé une application qui travaille beaucoup sur la localité. Il y a beaucoup de choses aussi. Moi, avec la French Tech, avec la BPI, donc la structure de vente publique, il y a un truc qui s'appelle French Tech Tremplin. Moi, je coach en ce moment un groupe de jeunes qui sont en train de développer une application justement pour trouver les bons plans et optimiser les budgets des jeunes qui sont assez resserrés, mais avec une dynamique de sens, avec une dynamique de savoir comment l'argent est dépensé, où il atterrit, avec cette volonté qu'ont tous les grands opérateurs de faire en sorte que localement, que ce soit pour les croisières, que ce soit pour les voyages, il y ait une juste rétribution des locaux. Donc il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de start-up. Certaines existent depuis quelques années, d'autres vont disparaître, mais en tout cas, il y a un remue-ménage assez fort autour d'applications tout à fait intéressantes pour effectivement voyager différemment et faire les choses, avoir des expériences. Je me permets un petit complément, j'ai démarré, je me réveille vers 11h15 à peu près dans le matin, donc non, ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure je parlais de personnalité dans les hôtels, et je reboucle sur votre, on pourrait faire 3 heures sur ce qu'on met en place dans les hôtels, mais on travaille vraiment aujourd'hui pour tout ce qui est production de restauration avec des producteurs locaux. On a des circuits courts. Donc ça, voilà, c'est extrêmement important. Et quand on parle de personnalité, de connaissance de sa région, de connaissance de son quartier, aujourd'hui on a différentes initiatives. Vous parlez chez Mercure, vous avez les bons plans Mercure. Donc c'est est-ce qu'on connaît le petit producteur de foie gras, est-ce qu'on connaît le petit viticulteur ou le petit brasseur de quartier dans son garage qui fait sa bière. Et ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez de ces connaissances des petits producteurs et réseaux locaux. On n'est pas obligé d'aller très loin, même si c'est très sympathique d'aller très loin voyager. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais on a aussi localement des pépites. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche à produire dans nos hôtels, ce contact client, la connaissance de vos passions. On développe des applications, par exemple, il y a des applications qui existent de mise en relation par centre d'intérêt. Vous êtes passionné de chevaux, vous les mettez sur votre application, il y a une petite start-up qui travaille dessus, les ménages arrivent vers midi, donc là, je n'ai pas oublié le nom de l'appli, mais et ça met en relation des gens qui sont passionnés de la même chose. Et donc, on fait ça dans les hôtels également, pour aller aussi promouvoir le petit producteur local, pas très loin de l'hôtel. C'est là où c'est extraordinaire, c'est que le digital complète l'humain et vice-versa. Il y a une complémentarité, et c'est ça le tourisme de demain. Et c'est pas antinomique du tout, c'est au contraire. Y compris dans voilà, c'est ça. Et ça va être totalement complémentaire, ça va être, cet outil digital va aider en fait la rencontre humaine. Et c'est en ça qu'il faut se dire que c'est formidable. Oui. Du coup, comment ça se passe avec le développement des rames? Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait que du coup, la technologie. Ah bah oui, c'est ça le paradoxe. Le digital, ça consomme aussi. Hein. Ça chauffe. Du coup, comment trouver l'équilibre? Ah bah, mais l'équilibre, c'est ça. Dans le tourisme, c'est aussi une question d'équilibre. Hein. Vous savez qu'il y a des projets qui consistent à utiliser la chaleur des serveurs pour chauffer des bâtiments qui précédemment étaient chauffés avec voilà, donc c'est peut-être une notion de recyclage qu'on appelle l'économie circulaire. Elle vaut aussi pour des centres informatiques qui permettent d'aller chauffer des bâtiments entiers. Moi, je vais faire mon papy parce que j'ai un barbichette blanche, mais je pense qu'il faut faire aussi confiance à notre cerveau. On a tout au long de l'humanité toujours trouvé des solutions. Et là, on sait qu'il y a vraiment un prisme sur l'écologie. On en a tous parlé. Et surtout, Georges en a parlé beaucoup. Voilà, hein, mais on s'adaptera. Je pense qu'il y a des choses auxquelles on renoncera, sûrement, peut-être. Il y aura des choix. Voilà, et il y a des choses sur lesquelles, vous parliez de tourisme spatial, on ne s'interdira pas forcément d'aller faire du tourisme spatial, mais peut-être qu'on le fera dans d'autres conditions, il y a peut-être d'autres choses. Les centrales à charbon qui s'arrêteront, on trouvera sûrement, en tout cas, je l'espère pour mes enfants, on trouvera des solutions qui permettent de s'adapter, de toujours profiter de cette planète, mais en la conservant. Voilà. Karine, j'ai une question de Laurence Ethnique. attends, plus fort là, parce qu'on entend. J'ai donc une question de Laurence Ethnique qui pose justement, enfin c'est plus axé sur le management. Elle me dit comment faire pour travailler les jeunes la nuit et le week-end désormais. Qui dorment un peu, il faut pas Qui dorment la faire la journée. fête tout le temps. Pour ceux qui sont guides, comme les enfants qui sont jusqu'à 1h30 du matin, je les ferai travailler de nuit, voilà, ils sont sur leur téléphone. Non, il y a la prise en considération de cette pénibilité. Donc, il y a l'aspect rémunération, on en a parlé. Quoi qu'il arrive, un hôtel restera ouvert 24/24, donc il faudra des gens qui travaillent de nuit. Ce qu'il faut, c'est peut-être, on travaille par exemple sur des tests dans des hôtels avec des auto-plannings, sur du volontariat par exemple. Moi, je préfère travailler la nuit, j'ai des collaborateurs qui préfèrent travailler la nuit.
Donc voilà, on les rémunère comme il se doit. Il y a aussi un partage. Tout le monde n'est pas forcément du matin et tout le monde n'est pas forcément du week-end. Donc les hôtels, il faut aussi qu'ils tournent quand il y a la majorité de clients. Et puis il y a un autre point, c'est la formation interne. Et on parlait tout à l'heure de polyvalence. Alors moi, je ne vais pas vous faire mon petite histoire, mais moi je suis prof de gym. Je n'ai pas eu votre vocation et donc au bout de 3 ans, j'en avais marre des étudiants, je suis parti. Moi, je les adore toujours. D'accord. Non, je blague parce que j'interviens dans beaucoup d'hôtels, dans beaucoup d'écoles hôtelières, mais on fait plusieurs métiers. Et dans l'hôtellerie, sincèrement, entre un chef de cuisine, un commercial, un revenu manager, un marketeur, une décoratrice, on a aussi sur des sièges comme un groupe comme Accor, on a aussi des designers par exemple. Hein. C'est quoi demain, c'est quoi la chambre de demain qui ne coûtera pas 15 000 €, mais qui coûtera 5 000 €. On a tous ces métiers. Il y a vraiment, en termes de management, vous en parliez, peut-être l'attractivité qu'on peut offrir dans un, je parle de mon groupe, en tout cas et de l'industrie hôtelière, de tous les métiers qui peuvent se déployer. On a des parcours de formation, on a un parcours qui s'appelle Bloom chez nous par exemple, où on a des gens qui sont rentrés sans qualification et puis qui vont passer serveur, chef de rang, responsable restauration. On a des parcours croisés pour travailler sur la réception, qui est un métier extrêmement technique, avec des outils, vous en parliez, des serveurs informatiques et des connaissances de front office extrêmement importants. On a des parcours comme ça de formation. On a aussi, dans le terme de management, des populations qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont un âge un peu comme moi, avancé, donc la cinquantaine passée. Et pour ceux qui n'ont pas eu de formation, on met en place avec la NPE des parcours de formation, des VAE, des validations d'acquis d'expérience, qui permettent de valoriser. Ça, des groupes comme le nôtre ont des moyens et des budgets de formation pour pouvoir être attractifs sur ces parcours de formation. Et quoi qu'il arrive, travailler le week-end, il y aura toujours des clients le week-end, travailler la nuit, il y aura toujours besoin d'appuyer sur un bouton si l'hôtel crame. Voilà, donc il y aura toujours des gens qui travailleront la nuit, des gens qui travailleront sur des membres contraints, mais c'est dans leur parcours, la pénibilité et la formation qu'on va essayer d'être attractif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une autre question, Karine? Non? Je n'en sais pas. Pas d'autres questions? Non, apparemment. Non, apparemment non. Et parmi notre auditoire si attentif? Non? Oser. Moi, comme je parle beaucoup, je suis bien. Oui, non, mais c'est bien. Non, juste un point, je fais le lien avec ça. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la responsabilisation des équipes. Vous, demain, vous allez travailler dans les hôtels. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui puissent prendre des initiatives dans leur cadre de responsabilité. Voilà, donc on avait des gens qui étaient formés extrêmement sur des métiers extrêmement précis. On a parlé de beaucoup de polyvalence, on a parlé d'intérêt du travail et comment on arrive à conserver les talents dans nos hôtels. C'est laisser un espace de travail. Voilà. On a des réceptionnistes, quand il n'y a personne qui s'enquiquine, et dans certains hôtels où on a des bars, on leur apprend à faire 4, 5 cocktails. Ils sont capables de passer d'un poste à l'autre, de pouvoir discuter avec le client de son checking en lui faisant son cocktail quand il est arrivé à 22h ou 23h le soir. C'est d'avoir cette polyvalence pour toujours concourir au bien-être du client, discuter pas avec un réceptionniste et avec un barman, mais discuter avec Gérard ou avec Mathilde. Il a un parcours personnalisé. Et puis pour les collaborateurs, c'est aussi toujours intéressant d'avoir cette complémentarité de formation. Donc ça rejoint un peu la réponse à la question que vous évoquiez, et aussi l'intérêt de vous, les collaborateurs, de pouvoir toucher à différents métiers et peut-être demain d'évoluer. En parlant d'expérience collaborateur, est-ce que ça inclut une meilleure mobilité interne? C'est ça qui est quand même un vecteur de motivation. De mobilité interne, En termes international. Alors, de mobilité, de mobilité interne dans l'hôtel, c'est-à-dire de passer de la saison. Voilà, c'est ça. Alors déjà, je vais partir d'un peu plus loin. Moi, comme j'ai toujours ma babichette blanche, je vous conseille, c'est de voyager. Je pense que c'est sûrement un des vecteurs qui nous a fait travailler. Les voyages forment la jeunesse. Qui forment la jeunesse, mais voyager, c'est voyager à l'international, c'est voyager aussi en France. Il y a beaucoup, quand on travaille, moi, hormis Paris, j'ai sévi partout dans le groupe Accor. J'ai beaucoup travaillé à l'international aussi dans le groupe Accor, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, sur le Maghreb. Donc, on a des cultures très différentes. Donc, de voyager, de bouger. Et donc, pour la mobilité, déjà, si elle est en France, quand vous travaillez à Marseille ou quand vous travaillez à Lille, il n'y a pas forcément la même rigueur. On parle, par exemple, du quart d'heure toulousain. Moi, mes réunions, je les mets à 9h moins le quart. Comment? Quart d'heure lyonnais. Quart d'heure lyonnais. Donc voilà, donc je pense de voyager. Et la mobilité dans l'hôtellerie, oui, au sein du même hôtel, on la pousse pour les métiers les moins qualifiés. Mais dès que vous arrivez sur un métier qualifié, on va vous pousser à être mobile sur une autre région, sur une autre marque. On n'est pas forcément que sur F1, on peut travailler sur d'autres marques, 3, 4 étoiles et évoluer au sein du groupe, bien évidemment. Merci beaucoup.
façon, dans votre génération, vous êtes une génération beaucoup plus mobile qu'il y a 30 ou 40 ans, Que la nôtre. où les personnes étaient restées bloquées et surtout essayaient de faire leur métier, leur vie dans une même entreprise. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est un des métiers, dans tout le tourisme d'ailleurs, il y a une évolution possible. Ça, c'est vraiment un des secteurs qui permet l'évolution pour tout le monde, quel que soit son niveau. Mais ce qui est important, c'est de se dire, je fais 1 an ou 2 ans chez Accor, par exemple, et après, je fais 1 an ou 2 ans ailleurs. Ça peut être en France, ça peut être à Dubaï, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Japon. Et c'est vrai que c'est cette expérience qui va vous donner un poids, une puissance par la suite, qui va vous permettre de vous installer ou de prendre des postes hyper intéressants et de toujours évoluer. Parce que si vous restez bloqué dans un seul et même, je ne pourrais pas dire, mais dans une seule et même entreprise toute votre vie, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. Et l'intérêt aussi, c'est non seulement d'évoluer intellectuellement, sur un plan financier, mais sur un plan connaissance, sur un plan relation, sur un plan échange. C'est la base du tourisme. C'est quand vous rencontrez vos clients, quand vous rencontrez d'autres pays, vous évoluez et c'est culturellement intéressant. La vie, quand on est dans le secteur actif, c'est de constamment apprendre, de constamment évoluer soi-même. Et ça, quand vous pouvez vous remettre en question, vous remettez en question automatiquement vos habitudes, et c'est comme ça qu'on évolue. C'est un petit peu le principe du start-up. Mais la start-up, ça évolue, puis 6 mois après, c'est mort. Mais c'est un peu ça. D'accord. Soyez curieux, soyez révolutionnaires, hein, c'est un peu le message des recruteurs. Oui. Il a posé pour c'est le mot, mais Vivez heureux, vivez curieux. Quoi. Après, il y a aussi un attachement aussi dans des marques emblématiques où les gens peuvent faire carrière. Je le dis sans être affilié au groupe Accor. Vous avez une carte, non, mais Sa carte du parti. non, mais il y a une fierté au moment du Covid, très clairement. Il y a des décisions qui ont été prises au plus haut niveau de se dire le groupe Accor va mettre à disposition des chambres dans le cadre du Covid, des infirmières. Voilà. Donc ça, c'est une décision de haut management de dire qu'on contribue, pas seulement à se faire plaisir, à se former, à être polyvalent, mais aussi à, face à des situations dramatiques, jouer notre rôle d'entrepreneur. C'est pas de la RSE pour s'afficher, c'est l'accueil de l'infirmière. Non, mais Voilà, il y a plein de choses qu'il faut. vous m'avez ouvert la porte, alors je vais vendre un peu le groupe Accor, mais non, mais par exemple, aujourd'hui, on a des hôtels qui sont dédiés, ou en tout cas des quotas de chambres qui sont dédiés à l'accueil social. Alors, c'est bien évidemment, ça peut être des gens, quand on parlait de confinement pour des SDF, c'est compliqué. On a quand même dévolu des hôtels complètement à des gens qui étaient SDF. Hein, donc, avec toutes les problématiques que vous pouvez imaginer derrière, de comportement, d'hygiène, d'utilisation, de surveillance, d'alcoolisme. Voilà, où il y a aussi malheureusement dans ces confinements des gens qui étaient confinés, il y a eu beaucoup plus voilà, de femmes qui ont été maltraitées. Donc on a accueilli aussi des publics féminins dans nos hôtels avec enfants, sans enfants. Et c'est pas forcément la volonté du groupe Accor pour communiquer, c'était aussi une obligation sociétale de répondre à une crise qu'on n'a jamais vue, quoi. Pour eux, c'est important. En fait, Et ça parce que je c'est reviens important que la gouvernance. Et je reviens sur l'aspect management. Moi, j'ai travaillé 10 ans à mon compte dans une société un tour opérateur d'aventure sportive, donc j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Et chez Accor, je retrouve ces valeurs-là, d'autonomie entrepreneuriale, de citoyenneté. Ça peut paraître paradoxal pour un groupe comme le nôtre, mais on a une pleine autonomie dans nos régions et vous avez des valeurs dans des grosses entreprises. Je pense à l'entreprise aussi du tourisme de croisière, qui ont des valeurs et qui ont des obligations. Si on ne nous croit pas forcément quand on véhicule et quand on met ces valeurs, on a des obligations. Aujourd'hui, Brune Poisseron, qui travaille au ministère de l'Environnement, est rentré au comité exécutif du groupe Accor pour travailler sur le zéro plastique, la tendance. Alors c'est un sujet extrêmement vaste. Quand on discute avec elle, elle nous parle du Tetra Pak, de l'aluminium, du plastique. Enfin, c'est vraiment un sujet extrêmement complexe. Mais on fait rentrer cette matière grise pour pouvoir nous aider à concourir, à avoir des valeurs qui sont aussi attractives, en tout cas pour moi, j'espère pour mes enfants, et puis pour vous, je pense que c'est aussi des valeurs intéressantes. La valeur Vatel est intéressante, parce qu'on parle des plastiques. Chez Accor, ils n'ont pas encore réglé les bouteilles de plastique. Chez Vatel, dans les chambres là-haut, il n'y a que du verre. Déjà, hein. Voilà. Bon, bravo Vatel. Depuis le départ. C'est vrai que voilà, on avance plus ou moins. Je suis parti, hein. Ça va être difficile de m'arrêter. Mais après, Donc vous n'êtes pas au niveau glycémie. ouais, mais par exemple, chez Sofitel, chez Pullman, on arrive à mettre du verre partout. On a les moyens, on n'est pas rentré dans la mécanique de l'économie, ce qu'est l'économie d'un hôtel, ce qui est mon travail au quotidien, de gérer des hôtels. Quand vous travaillez chez F1, on appelle ça chez nous des centimiers, hein, c'est l'économie d'un hôtel, la vie d'un hôtel se gère à quelques centimes près. Enlever une bouteille plastique, donc ça veut dire remettre des bouteilles de verre, bon, il n'y en a pas chez Formule 1, mais probablement peut-être de Libis ou Libis Budget, c'est comment c'est mis en place par des femmes de chambre. Comment on traite cette pénibilité d'emmener 12 bouteilles d'eau en verre dans des paniers alors qu'elles ont déjà des chariots, des couettes à mettre en place. Donc c'est pas aussi facile que ça à mettre en place sur de l'hôtellerie économique, on parle
de l'industrie hôtelière. C'est des sujets sur lesquels on tend. On n'a pas toutes les réponses pour le moment, mais par exemple, des fontaines à eau, c'est possible aujourd'hui. Vous allez voir dans tous les ibis sur ma région, d'ici le mois de mars, on aura des fontaines à eau dans tous les couloirs d'hôtels. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va tester. Peut-être qu'on se plantera. En tout cas, on va essayer de tendre à proposer une solution pour éradiquer le plastique, en l'occurrence sur le point que vous évoquez. Très bien. Plus de questions? Non? Ben, on va remercier nos intervenants. Georges, merci encore de nous avoir suivis en visio. Merci pour l'invitation et désolé de ne pas avoir été présent parmi vous, mais c'était des débats extrêmement intéressants. C'est très gentil de nous avoir suivis de loin et on vous remercie de votre présence. Et nous remercions nos différents participants pour cette table ronde. J'espère qu'elle a été constructive pour vous tous et que vous avez une vision positive du tourisme de demain, qui est un enjeu, il y a des tas d'enjeux et on compte sur vous, les jeunes, pour accomplir de grandes choses dans le tourisme de demain. Voilà. Merci encore à tous. Merci à vous. Merci.